Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion en Ariège, un pays où les gens sont fiers de leurs montagnes, de leurs rivières, mais aussi de leurs traditions et de leur histoire. Votre voyage commencera par Foix, la capitale, et la visite de son incontournable château. Puis, nous vous emmènerons dans le Couserans et ses vallées enclavées, une région qui regorge de trésors médiévaux et artisanaux. Pour finir, vous partirez en pays cathare, dans le pays d'Olme, pour découvrir un patrimoine qui offre un véritable voyage dans le temps avec l'incroyable château de Montségur. Ces lieux magiques, vous allez les découvrir avec ceux qui y vivent et qui ont à cœur de les partager. Pour commencer cette flânerie, direction Foix. Dominée par son imposant château fort qui semble encore aujourd'hui la protéger, la cité médiévale est nichée dans un écrin de verdure. Jean-Michel Gadal, dit Jimmy, sera notre guide. Ce Fuxéen pur souche est très attaché à sa ville natale et à sa région. C'est dans l'ancienne capitale du comté de Foix, aujourd'hui préfecture du département de l'Ariège, que Jimmy retrouve Mélanie Savès, guide conférencière, intarissable elle aussi sur la ville de Foix et ses petits secrets. La balade commence par la rue pentue des Grands-Ducs, une ascension qui nous fait voyager dans le temps. Bien, moi j'aime bien cette rue parce qu'elle a gardé tout son cachet médiéval. Et là, c'est une pierre de grès sculptée. Et cette pierre de grès, elle est particulière parce qu'on voit un Christ, on voit les croix, avec une tête de mort au pied. C'est original. C'est les vanités, c'est le crâne d'Adam, c'est ce qui nous attend tous à la fin de notre vie. Dans cette rue des Grands-Ducs, n'oubliez pas non plus de lever la tête pour admirer les pontilles, ces passages aériens érigés pour relier les unes aux autres les habitations construites dans les cavités du rocher. Je crois que c'est une des rares villes de France où on retrouve dans le centre-ville un habitat préhistorique. Tu sais combien on a dénombré de cavités dans ce rocher? 27. T'as vu? Je suis bon. La balade continue. Ça te dit de monter là-haut? On va aller faire un tour. Allez, c'est parti. On monte. Ce n'est pas une visite classique de l'abbatiale Saint-Volusien que Mélanie et Jimmy nous proposent. Nos deux compères sont des privilégiés. Ils ont décroché l'autorisation de se balader sur la voûte de ce monument, édifié en 860, pour accéder aux coursives. Et tu étais déjà venu, toi, ici? Oui, mais pas pendant les guerres de religion. Je suis né après. Ouais, quand j'étais petit. Petit, ouais. J'étais un fan de chœur et on était venu visiter ça. Curieux. On va passer par là. Bah oui, il n'y a pas d'autre porte. Viens voir, regarde. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Des coursives, on peut admirer un point de vue de la ville de Foix. Et en toile de fond, les imposantes montagnes ariégeoises. Mais c'est surtout vers l'intérieur que la vue est époustouflante. Suivez le guide. Là, regarde. Regarde ça. Waouh! On voit l'ensemble de la nef. On est quand même rare, hein? Ça, c'est oui. Pour monter ici. C'est somptueux. Très peu de fidèles arrivent. Avec très peu de fidèles. Peut-être qu'ils arrivent au ciel, mais c'est niveau. Des travaux colossaux de reconstruction ont été entrepris en 1609, redonnant à la nef toute sa splendeur. Un peu comme sur le toit du monde, Mélanie et Jimmy peinent à partir, tant le panorama étonne. Regarde, on a une vue magnifique sur les jardins de la préfecture. Waouh! Voilà, avec les rosiers. La roseraie en premier plan, le jardin médiéval et l'Ariège. Il était une fois, dans la ville de Foix, un château si haut qu'il est resté imprenable. Construit dès l'an 1000 sur un promontoire rocheux de plus de 60 mètres, il dégage un sentiment de puissance et impressionne encore aujourd'hui par son envergure et son parfait état de conservation. C'est haut chez vous. Comment vas-tu? T'as pas fini de monter?
Ouais, On va encore. dans la tour ronde. Comme elle le fera sans doute avec vous, Audrey, guide au château, emmène Jimmy un peu plus haut, sur la tour ronde, qui culmine à 32 mètres. Quelle hauteur. Qu'est-ce que tu me montres? La vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît être un élément touristique, mais en fait, la vue, c'est exactement pour cette raison qu'on a choisi de construire aussi haut. C'était un emplacement stratégique. Effectivement, on est complètement entouré par toutes les montagnes qui vont créer ouais. une sorte de rempart naturel, en fait déjà efficace. Et là, de ce côté, tout en fond de vallée, on a l'ouverture en direction de Toulouse. Toute tentative d'invasion sur le territoire sera très vite détectée par le château de la vue qu'on a là-bas. C'est finalement la configuration parfaite d'un point de vue stratégique. Mais il est beau quand on le voit de loin. Ah oui, bien sûr qu'il est beau. La visite continue dans le château et sa tour ronde, dite Tour Phébus. C'est là qu'on peut encore visiter des cellules, car le château de Foix, du Moyen-Âge à l'Ancien Régime, a servi de prison. Ici, cette pièce, c'était une cellule avec une quinzaine de détenus à l'intérieur. Et d'ailleurs, ces détenus nous ont laissé plein de marques un peu partout à l'intérieur du château. Toutes ces marques calligraphiées, en fait, elles ont été laissées par les prisonniers qui ont été enfermés ici. Ici, nous sommes abandonnés de tous. Des hauteurs du château de Foix, aux profondeurs des grottes ariégeoises, il n'y a que quelques pas, et Jimmy a encore de l'énergie. Notre éclaireur nous emmène maintenant à 60 mètres sous terre, naviguer sur la rivière de l'Abouiche, avec un de ses guides, Sébastien Cross. On est parti. Alors par contre, il vaut mieux mettre la veste, parce que 13 degrés à l'intérieur. Ah, 13 degrés. Voilà, Allez, il quand vaut mieux même. se couvrir un petit peu. Hein, c'est Allez, pas le pôle t'as Nord, raison. mais Allez, ok, on ne sait je te jamais. suis. Allez, c'est parti. La rivière souterraine, elle a été découverte par hasard. C'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Dunac, qui se baladait dans les alentours et qui, complètement par hasard, a découvert l'entrée naturelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc une chance pour nous, ce monsieur il était curieux. Il a décidé de revenir, il a monté une petite expédition pour voir un peu jusqu'où ça allait. Donc il est revenu avec ses 2 fils et avec 2 amis à lui qui étaient officiers dans l'armée. Et ils se sont lancés dans les explorations de la rivière souterraine de la Bouiche. C'est en 1908 que le docteur Dunac organise cette expédition. L'équipement est rudimentaire. Et cette première exploration ne permettra de découvrir que 300 mètres de galerie. Ces premiers spéléologues, bien sûr, ils avaient de la lumière, mais ils n'avaient pas d'éclairage étanche. Donc quand la lampe tombait dans l'eau, fatalement, tout s'éteignait. Et ils se retrouvaient dans le noir complet, noir absolu. Au centre de la Terre. Exactement. Il faut attendre 1935 pour mettre à jour cette excavation longue de 1500 mètres, creusée naturellement au fil des siècles par la rivière l'Abouiche. Est-ce que tu crois qu'il y aura d'autres explorations? Pour aller Normalement, plus oui. loin. Normalement, oui. Mais il y en a eu une, pas plus tard que l'année dernière. Les spéléologues sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on fait nous en barque, mais à un moment donné, ils ont été contraints d'arrêter leurs explorations à cause de ce qu'on appelle le siphon terminal. Dans une rivière souterraine, un siphon, c'est tout simplement la rivière qui, à un moment donné, va passer sous la roche directement. Et celui-là, depuis 1938, on n'arrive pas à le franchir. Ne ratez sous aucun prétexte cette balade sur la rivière de la Bouiche, la plus grande voie souterraine navigable d'Europe. Peut-être trouverez-vous le passage qui permettra d'ouvrir les 5 km de réseau encore inexplorés. C'est au pied des montagnes pyrénéennes, sur la partie ouest de l'Ariège, dans le Couserans, que nous poursuivons notre voyage. Cet ancien territoire gallo-romain est un pays de montagnes et de piémonts, de lacs et de rivières. S'il a gardé toute son authenticité, le Couserans a su également préserver son riche patrimoine. Un patrimoine que Pauline Chaboussou connaît bien, puisqu'elle est en charge de sa valorisation. C'est elle qui sera notre guide pour cette région. Et de la vie de notre guide, il est une étape à ne rater sous aucun prétexte. Saint-Lizier, la cité épiscopale ariégeoise, sans doute la plus chargée d'histoire. Fondée par les Romains, la ville des Consorani reste marquée de l'empreinte des 79 évêques qui s'y succédèrent. Alors, on attaque la montée pour découvrir le palais des évêques à Saint-Lizier, mais par où tu me fais passer? Là, je te fais passer par les jolies rues de la cité. Là, on est vraiment dans le cœur de Saint-Lizier.
Et on va passer par la plus belle rue qui s'appelle le Carré de Bourrassou. Pour découvrir ce haut lieu du patrimoine ariégeois, Pauline, férue d'art et d'histoire, retrouve sa consoeur, Nathalie Rouche, guide conférencière à l'Office du tourisme de Saint-Lizier. Là, c'est un palais du XVIIe siècle que l'on doit à Monseigneur de Marmiès, qui a fait bâtir par les mendiants de la cité pour leur donner du travail. D'accord. Le Palais des Évêques est un ensemble architectural qui s'appuie sur des remparts gallo-romains du IIIe siècle. Et c'est assez récemment que sa basilique, la cathédrale de la Cède, a révélé un secret. Pour le découvrir, vous devrez, comme Pauline et Nathalie, lever la tête. C'est un petit coup de chance puisque c'est à la faveur de la restauration des boiseries du cœur qu'on a découvert par hasard des peintures dissimulées derrière les boiseries très anciennes. C'est d'ici qu'on a la plus belle vue sur les voûtes et sur les peintures. Ça a été retrouvé dans les années 1990. Il y avait quand même 6 couches d'enduit qui les cachaient. Et à l'arrière, on a vu donc des peintures apparaître. Et il y a eu plusieurs travaux de restauration. Et ça a terminé dans les années 2000 et on a pu mettre à jour tout ce décor. On l'appelle aussi la chapelle Sixtine de l'Ariège. Celle que je préfère, c'est la Sibylle de Cumes qui tient dans sa main une jolie fleur. Elle est très belle et elle nous fixe au premier regard. Ouais. Ce décor Renaissance sur les murs et les voûtes de la cathédrale fut commandé par Jean d'Aulin, évêque du Couserans de 1475 à 1515. Puis, les peintures furent recouvertes au fil du temps. De longues campagnes de restauration achevées en 2010 ont été nécessaires pour leur redonner toute leur splendeur. Je suis venue à plusieurs reprises quand il y avait les restaurateurs, donc grimper aux échafaudages, c'est ce que je préférais. Et c'était très bizarre, c'est vraiment fait pour être vu depuis en bas, quoi. C'est les techniques de trait, donc c'est vraiment fait pour être visible de loin. On voit un ensemble harmonieux, mais de près, ça va nous paraître assez grossière. Oui. Ouais. C'est à Saint-Giron, la capitale du Couserans, que Pauline presse le pas pour un rendez-vous gourmand cette fois. Ça sent bon. Allez Pauline, le tablier et puis les cheveux attachés s'il te plaît. Merci. Voilà, et on va attaquer. Dans les cuisines de cette pâtisserie, Pauline retrouve une figure de la gastronomie locale, Martine Crespo, la spécialiste de la croustade. Alors je vais pas te demander de révéler les secrets de ta pâte parce que je sais que c'est Alors, c'est propre à chaque famille presque. mais je peux te donner la recette, tranquille. D'accord. Ça C'est le m'étonnerait. coup de main qui fait tout. Ouais, ça m'étonnerait que tu arrives à faire pareil. Hein. C'est tout un tas de petits détails. Et c'est la somme de ces petits détails qui font le produit. Rien d'autre. C'était quelque chose qui se faisait exclusivement dans les familles, pour les fêtes. Voilà, ça se faisait dans les familles pour les fêtes, donc ça se faisait uniquement 2 fois par an. Ce qui se passait, c'est que les familles où il y avait des paysans, donc dans ces familles-là, tu avais toujours un four. Et des familles comme moi, où c'était des familles ouvrières, on n'avait pas de grand four. Donc le boulanger du village consacrait sa journée du vendredi à faire cuire les croustades du village. La crostada en occitan signifie croûter. C'est une pâte très finement feuilletée qui enveloppe des fruits frais sucrés. La souplesse et la finesse de la pâte, c'est extraordinaire. C'est presque transparent et pourtant elle se brise pas, elle se troue pas. Non, elle est très souple. C'est quasiment du tissu. On va couper la pâte, elle va se souder le dessus et le dessous. Ah ben, il n'y a plus qu'à enfourner. Voilà, impeccable. Et voilà. 20 minutes plus tard, c'est l'heure de la dégustation. La croustade, ça se mange avec les doigts, mais aussi, est-ce que tu connais la Georgette? Mais bien sûr, je connais la Georgette. Ça, c'est vraiment le couvert qui a été créé juste à côté d'ici, à Saint-Lizier, qui a la forme d'une pâte d'ours. On peut piquer, on peut couper. Ça va être parfait pour notre croustade. C'est en contrebas de la vallée de Betmal, à Arrête, que Pauline va retrouver le dernier ariégeois qui perpétue un savoir-faire traditionnel de la région, un artisan sabotier. Bonjour Pascal. Ah, bonjour Pauline. Dans quoi tu t'es lancé aujourd'hui? Voilà, j'ai des sabots à finir pour des jardiniers.
D'accord. Puisque c'est le grand boom du sabot en bois pour les jardiniers aujourd'hui. C'est des gens qui abandonnent les sabots en plastique pour venir à des choses plus saines comme le bois, puisque c'est ce qui protège le mieux contre le froid et l'humidité. D'accord. Et là, c'est pas fini du tout, hein. Il reste beaucoup de travail, de finition intérieure, de ponçage, de vernis, de gravure. Il faut des heures de travail à Pascal pour modeler, tailler une paire de sabots. Une fois la forme extérieure sculptée au parroir, c'est avec une cuillère, un outil tout aussi traditionnel, que Pascal crée la forme intérieure de la chaussure, élimine les irrégularités pour la rendre confortable. Moi, la dernière fois que j'en ai mis, j'avais 4 ans pour la crèche vivante à Pointe-Isinard. Et c'était laborieux pour traverser l'église. Bon, Je veux dire, je les perdais, quoi. Ah ouais. Mm. Ah ben s'ils n'étaient pas adaptés. Souvent, les gens, ils récupèrent des sabots. Ouais. Que ce soit dans un vide-grenier ou ceux du grand-père. Et puis, ils n'arrivent pas à les mettre, évidemment, donc ça leur fait mal aux pieds. Et ils gardent cette image du sabot, alors que les sabots, c'est personnel. Il faut acheter sa paire de sabots qui soit bien réglée à son pied et il n'y a pas de souci. Hein. Bon, j'en essaierai une paire avant de partir, alors. Oui. Mais dans l'atelier de Pascal, on trouve également de drôles de sabots, à longue pointe, du nom de la vallée. Les sabots traditionnels de Bethmal, uniques au monde. Je me demandais si réellement les gens les portaient ou si c'était uniquement pour le symbole, quand on offrait les sabots au moment des mariages. Et il est porté donc pour les grandes occasions. Le jeune berger Bethmollet devait offrir à sa future épouse, le soir de Noël, une paire de sabots à longue pointe. On disait que plus la pointe était longue, plus l'amour était grand. Ça, c'était la tradition. Mais pour des sabots plus utilitaires, c'est sa propre signature que Pascal grave sur le haut du sabot. Un épi de blé. C'est sympa, ça donne une jolie finition. Ah oui, oui. Très joli. Bravo. Le gauche et le Ah droit. 37, c'est ma taille. Ah, je vais Les pouvoir essais les essayer alors. Ouais, impec. Alors, comment tu t'y sens? Écoute, très bien. Non, on est bien, hein. Je pensais pas que ça tenait autant aux pieds et que c'était aussi léger. Je fais le défilé. Non, c'est chouette. Bon voilà, ça c'est vendu. Oui, goûte. Prenons maintenant la direction de l'Est ariégeois et du pays d'Olme. Lové au pied du massif de Tarbes, au carrefour des influences océaniques, méditerranéennes et montagnardes. Natif de la région, Jean-Luc Torresillas est un inconditionnel de cette nature sauvage. Il nous propose de découvrir la cité médiévale de Mirepoix. Logée à mi-distance entre Carcassonne et Foix, cette bastide méridionale vous séduira avec ses maisons colorées à colombages. Pour nous éclairer sur l'histoire tourmentée de la ville, Jean-Luc retrouve Marina Salby, animatrice du patrimoine. Ici, on est face à la maison des consuls. Je pense que les Bastides ont fait un petit peu figure de précurseur en matière de justice. C'est un petit début de démocratie et bien placé au centre du Grand Couvert. On avait systématiquement la maison des consuls, c'était les représentants de la population. La mairie quoi. C'était la mairie de l'époque. Et comme il était de rigueur à cette époque, les solives des maisons les plus illustres étaient sculptées. Ici, 104 têtes ciselées dans le bois ont toute une symbolique. On a absolument, on va dire, de tout. On a des hommes, on a des femmes, on a des animaux, on a des figures grotesques, on a des figures obscènes. Et on a tout, en fait, sauf des insectes ou des poissons. Ça ressemble beaucoup, en fait, aux gargouilles des églises, en fin de compte. Ça y ressemble beaucoup, mis à part que c'est pas la même fonction, ça ne rejette pas l'eau de pluie, mais ça y ressemble beaucoup dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'extérieur tout ce qui est sale, tout ce qui est obscène, et c'était une façon aussi de protéger un petit peu le bâtiment. Se balader à Mirepoix, c'est être propulsé au Moyen-Âge. Mais le saviez-vous? La ville a connu plusieurs implantations et a dû prendre ses distances avec l'Hers, l'affluent voisin. L'histoire veut que Mirepoix a été façonnée un petit peu par l'histoire de la rivière. Et la rivière a emporté la première ville de Mirepoix à la fin du XIIIe siècle. Donc complètement balayée, la ville a été reconstruite. On s'est éloigné de la rivière, c'était trop dangereux, on est parti sur la rive gauche. C'est en forme de bastide, avec des rues tracées au cordeau et une place centrale,
que les architectes de l'époque repensèrent Mirepoix. Et jamais plus, la cité ne subit d'inondations ravageuses. Pour la prochaine étape de notre voyage, prenons un peu de hauteur pour aller contempler le château de Montségur, posé sur un piton rocheux à 1200 mètres d'altitude. Jean-Luc va devoir grimper. Pour cette ascension vers l'histoire du catharisme, il rejoint son ami, guide au château, Fabrice Chambon. Vraiment, Montségur, à ce niveau-là, il marque un tournant. Je crois que là-haut, pendant 40 ans, pourtant, alors qu'on est en pleine période de guerre, c'est peut-être un des rares moments où les Cathares vont connaître une vraie période de paix. Montségur, c'est important parce qu'on a une longue vie cathare sur ce site qui a vraiment marqué la montagne. Refuge des Cathares, ces chrétiens dissidents mis en fuite par la croisade et le pouvoir royal en 1243, le château de Montségur fascine toujours. Nous voici sur les marches taillées en padane. Ces marches ont été conçues à ce que les montures puissent monter jusqu'au sommet de la montagne. Et c'est toujours émouvant de se dire que finalement, les Cathares, pendant plus de 40 ans, ont forcément emprunté ce cheminement-là. Plusieurs chantiers de fouilles ont été entrepris au fil des années et ont permis aux archéologues de reconstituer le déroulé des derniers mois de siège en 1244. Là, nous nous trouvons devant, en effet, ces murailles qui sont des murs en pierre sèche et qui correspondent aux chicanes, en fait, qui permettaient de protéger l'accès au castrum sur cette face sud. C'est contre ces murailles que les croisés se sont cassés le nez pendant plusieurs mois, il y a plus de 800 ans. Voilà, et grâce à elles, ils ne sont pas passés par là, en tout cas. Tout à fait. Ne vous y trompez pas, les ruines du château de Montségur, telles qu'on les voit aujourd'hui, ne sont pas celles de la Bastille cathare. Ce sont celles de la forteresse reconstruite par les croisés et le lieutenant du roi de France, Guy de Lévis, pour défendre la frontière avec l'Espagne à la seconde moitié du XIIIe siècle. Moi, je dis toujours que c'est le château des vainqueurs. On réassoit un nouveau symbole, on rase tous les bâtiments qu'il y avait à l'intérieur de ce castrum du temps de l'époque cathare, et sur les vestiges une fois rasés, eh bien, les vainqueurs vont venir reconstruire une nouvelle fortification qui est le symbole de la nouvelle autorité, qui est le château que nous voyons aujourd'hui, et que 800 ans plus tard, en gros, tous les visiteurs prennent pour le fameux château des Cathares. Mais non. Moi, ce que je te propose, c'est de laisser ce château de croisée, finalement, et d'aller voir les vrais vestiges de l'époque cathare. Allez, Car ces vestiges existent bien. Aux abords du château, l'ancien village des Cathares, le castrum. Le village cathare, il est là. il est là. En tout cas, c'est la partie qui a été fouillée pour l'instant. On est devant probablement les derniers vestiges de maisons où ont vécu des Cathares. C'est bien ça. Oui. Il y a eu jusqu'à 500 personnes sur cette montagne. Oui, il faut s'imaginer en fait tout le quotidien d'un village de montagne. Les amoureux du site attendent avec impatience que d'autres fouilles commencent, car Montségur n'a pas encore révélé tous ses secrets. Les légendes autour de ces murs vont bon train. Certains imaginent que le fabuleux trésor des Cathares serait encore dissimulé ici. Et en parlant de trésors, bienvenue à Roquefort-les-Cascades. C'est ici que Jean-Luc retrouve son ami Dominique, maire du village. Direction les fameuses cascades qui ont une particularité et pas des moindres. Elles évoluent au fil du temps car elles sont pétrifiantes. Explication. Le principe de base, c'est que l'eau que tu vois ici est fortement chargée en calcaire, puisqu'elle traverse un massif calcaire. Et elle a la particularité, de par sa composition chimique, quand elle arrive à l'air libre, elle se décharge très rapidement de son calcaire. Ce qui fait qu'elle est toujours en refaçonnage. En fait, c'est la cascade qui s'auto-construit, quoi. Exactement, exactement. Cette roche calcaire si particulière s'appelle le tuf. Sur 30 mètres de hauteur, les cascades de Roquefort ont produit ce phénomène rare et assez fragile, une tufière. Le tuf a marqué de son empreinte tout le village de Roquefort-les-Cascades. Et la visite se poursuit au cœur du hameau. Je t'ai fait descendre sous le pont pour admirer cette voûte voilà, qui a été faite essentiellement avec de la pierre des cascades. Donc les cascades, c'était d'abord une carrière de matériaux, j'allais dire, voilà, où les gens allaient se servir pour les constructions, les ponts, les angles de maison, etc. Car le tuf a un avantage et pas des moindres. Humide, cette roche se découpe facilement à la scie. Une fois sèche,
elle devient aussi dure que du béton. En Ariège, les villages mais aussi les hommes doivent beaucoup à sa nature. Ses pierres, ses rivières, ses pitons rocheux. Alors un conseil, partez à l'aventure découvrir cette région au trésor caché. Vous en tomberez à coup sûr amoureux.